Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvézier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Chaque animal chez nous a un prénom et une histoire. Et il y en a, on peut passer 5 minutes, 10 minutes à raconter leur histoire. Donc aujourd'hui, quand vous passez dans un zoo, vous passez devant des singes, vous dites tiens, c'est des singes. Les gens passeront chez nous, disant, je passe devant Canel, voilà ce qu'il a fait. Je passe devant Wallace, voilà ce qu'il a fait. Je passe devant Junior, voilà ce qu'il a fait. Voilà. Vous êtes-vous jamais demandé ce que vous ferez après la réussite ? Patrick Violas, lui, s'est lancé avec son épouse dans un projet fou. Ouvrir un refuge pour les animaux abandonnés, maltraités ou sortis de laboratoires de recherche. Ce refuge est en train de devenir un zoo très particulier, dont l'ouverture est prévue au printemps 2020 près de Chartres, en Eure-et-Loir. C'est sa façon à lui de rendre un peu de la réussite qu'il a connue dans sa première vie, dans le commerce. Dans cet épisode particulièrement inspirant, Patrick Violas nous parle de sa passion pour les animaux et du besoin impérieux qu'il a ressenti d'offrir une solution à ceux pour lesquels il n'y en a plus. À travers ces mots, vous entendrez son audace, sa persévérance, sa capacité à convaincre sans être dans le jugement. Patrick Violas est un homme dont l'indignation devant ce qu'il appelle l'injustice décuple la hargne, ce truc qu'on a en soi ou pas, comme il dit. Je suis très heureuse de partager cet épisode avec vous et pleine de gratitude envers Patrick Violas de nous offrir ce témoignage. Bonne écoute et bienvenue dans les coulisses du zoo refuge de la Tanière. Monsieur Violas, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là. À la Tanière. Vous pouvez nous parler de la Tanière ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? La Tanière, c'est, en 2 mots, c'est un zoo refuge. C'est avant tout un refuge pour animaux sauvages et domestiques. Et ça sera un zoo parce que économiquement, il faut que ça vive. Notre but premier est le refuge. On a commencé il y a une dizaine d'années avec une ferme pédagogique à l'époque qui n'accueillait que des animaux domestiques, mais déjà vaches, moutons, cochons, chevaux, déjà tous issus de sauvetage ou de récupération, que des bras cassés déjà. D'accord. Et puis le hasard des rencontres avec un couple de gens qui sont ici, Lisa et Paolo, Florence, notre vétérinaire, etc. On a constitué une équipe et on a vu le besoin énorme concernant le sauvetage d'animaux sauvages. Alors sauvetage, c'est pas, on englobe beaucoup de choses sous sauvetage. On se veut avant tout être une solution quand il n'y en a plus pour l'animal. C'est-à-dire qu'on n'est pas une maison de placement comme ça. On est la solution quand il n'y en a plus. Vous disiez que le zoo va ouvrir, c'est ça, hein ? C'est 2020 ? L'ouverture est prévue en 2020 ? On espère, mais on pense ouvrir au printemps 2020. Alors on va peut-être élargir le printemps jusqu'au mois de juin. C'est peut-être pas le début du printemps. Mais oui, on va ouvrir au public au printemps 2020 avec la première phase, avec ce qui sera prêt, sachant qu'on ça sera jamais terminé de construire. Oui. Quand on ouvrira, on aura déjà les enclos, les présentations d'éléphants, d'ours, d'otaries dans le bassin, de lions, de tigres, enfin il y a déjà beaucoup d'animaux qui sont là. Donc on aura déjà, un plan de collection, sauf que en réalité c'est pas comme ça, on n'a pas fonctionné avec un plan de collection. Ça aurait été très simple si on avait ouvert un parc en disant voilà on aura ça et ça et ça et ça comme animaux. Ouais. C'est pas comme si ça se passe du tout, on est tous les jours en train de bouleverser nos plans en fonction des arrivées d'animaux. D'accord, ok. Comment on en arrive à créer un refuge pour les animaux ? C'est quoi l'histoire qui est derrière ? L'histoire, c'est que c'est une chance extraordinaire d'avoir plusieurs vies dans la vie. J'ai eu une première vie business, commerce. J'ai vendu des téléphones portables. Ça n'a rien de très sexy, un téléphone portable. Hein. On vous appelle que quand il y a des problèmes. C'est vrai, il y a des fois 2 fois en même temps même. Mais notre première vie, parce qu'on a fait tout ça avec mon épouse, notre première vie était une histoire humaine. Voilà, on avait créé une entreprise, qu'on avait démarré à zéro, on l'a cédé, on avait 1800 personnes. Ouais. Et c'était une histoire humaine avant tout. Voilà, c'était le fil qui nous reliait, c'était les téléphones portables, mais on avait autour de nous une population plutôt jeune de salariés dans ce métier.
une très 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 belle histoire humaine pendant 20 ans, enfin, qui s'est intensifiée les dernières années. On est tombé au bon moment dans la téléphonie mobile, on en est sorti au bon moment. Après, durant notre vie, on s'est toujours fait, j'aime pas ce terme, faire un peu de social, mais c'est pas ça. On a toujours voulu aider les gens. On s'est occupé longtemps avec mon épouse de jeunes qui étaient en difficulté avec des substances. Liquides ou injectables. C'était autre chose encore. Occuper de gens en difficulté, ou occuper de gens qui sortaient de détention, enfin pas sous certaines conditions bien évidemment. Et puis on avait tous les deux cet amour pour les animaux depuis longtemps. Ça aurait pu être, il fallait qu'on fasse quelque chose. Ça aurait pu être les animaux, ça aurait pu être le monde des enfants. En prenant le monde des animaux, on concilie quand même un peu les deux. Ouais. Ce qui n'aurait pas été forcément le cas dans l'autre cas. Et puis on a cette passion pour les animaux. Moi au départ j'ai un bac agricole bâché. Et on a découvert ce besoin grandissant d'animaux en souffrance. Ouais. Voilà. C'est pas l'idée si, c'est un peu l'idée de rendre un peu. On a eu la chance de réussir la première partie de notre vie. Je trouve que je pense qu'on l'a bien géré. Les gens qui travaillaient pour nous, avec nous, en sont aujourd'hui satisfaits. C'est bien aussi de rendre, quoi. Il n'y a aucune critique ni jugement dans ce que je dis. Il y a des gens qui ont réussi puis qui achètent un voilier, qui vont sur la Côte d'Azur ou ailleurs. Bon, nous, on a préféré faire ça. C'est pas ni un jugement, ni quoi que ce soit. Je pense qu'on est aussi content de faire ça que content de faire ce qu'ils font. Donc voilà, on s'est fait plaisir aussi. Et je pense qu'on rend un service parce qu'on s'aperçoit chaque jour que notre établissement est une vraie solution qui n'existait pas pour plein de gens. Pour plein de gens, pour plein de services administratifs ou particuliers ou cirques. On est vraiment une solution pour le monde animal. J'espère qu'on va faire tache d'huile, j'espère qu'on va grandir. Vous parlez de réussite vous-même. C'est une question difficile que je vais vous poser là, mais comment vous la qualifiez, la réussite? C'est quoi la réussite pour vous? La réussite, c'est pas une... Alors, c'est facile de dire ça quand on est dans ma position, mais la réussite, c'est pas uniquement financier. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'on ait réussi. On a fait notre vie, on l'a aussi subi souvent. C'est être heureux, d'abord content le soir quand vous vous couchez, le sentiment de devoir accomplir le soir quand vous vous couchez. Vous aviez quelque chose à faire, vous l'avez fait. Et vous l'avez bien fait, voilà. La plus grosse fierté dans notre première partie de notre vie professionnelle, c'est d'avoir tous ces gens qui étaient tous salariés, de penser que, pas grâce à nous uniquement, parce que surtout grâce à eux, c'est eux qui travaillaient, mais un petit peu grâce à nous, voilà, ils se mariaient, ils avaient des bébés, ils construisaient des maisons, voilà, aider à la vie de plein de gens. C'est plutôt ça, voilà, d'avoir quand on a un remerciement qu'on vous dit pas, un remerciement qu'on voit. L'argent, c'est un remerciement qu'on voit. Le remerciement qu'on vous dit pas, c'est voilà, de voir des gens heureux autour de vous. Alors, encore une fois, je le dis, c'est facile de dire quand on a les moyens de le dire. Mais je pense que moi, je serais capable aujourd'hui de partir complètement à zéro dans un autre domaine et d'être aussi heureux le soir d'avoir réussi à creuser le trou que je devais creuser ou de couper l'arbre que je devais couper. C'est voilà, la réussite, c'est d'être fier et heureux de ce qu'on a fait. Voilà, heureux de ce qu'on a fait. On fait toujours des erreurs. On a connu après la première, on a connu une deuxième petite vie professionnelle où c'était pas très bien passé. Donc, mais bon, tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Hein. Voilà, la réussite, c'est être heureux de ce qu'on a fait et le rendre. Et voir qu'aujourd'hui, plein de gens, on rend plein de gens autour de nous, on voit l'engouement autour de ce qu'on est en train de faire. Et surtout notre but premier, refuge pour les animaux. Voilà, on réussit ça. On n'a pas encore réussi complètement. C'est des moments, il y a des jours difficiles. On dit souvent avec mon épouse, on a l'impression que notre première vie était un brouillon et que c'est celle-ci maintenant. Vous parlez de fierté. Est-ce que vous auriez un épisode de votre vie à me raconter, un épisode professionnel qui vous rend particulièrement fier? Oui, j'en ai dans la vie d'avant, j'en ai dans la vie d'aujourd'hui. Dans la vie d'aujourd'hui, avec les animaux, le plus beau moment où j'ai dit pour la première fois, c'est de la fierté. C'est rare que je dise c'est de la fierté. C'est quand on a récupéré des petits primates de laboratoire, ils sont passés par la quarantaine, ils sont après sortis. Quand ils sont sortis de leur maison, qu'ils ont vu, pour certains, pour la première fois que d'autres primates existaient. L'air, le vent, la pluie, c'était un moment émouvant. Alors, il y a des choses dans la fierté, il y a
faut que ce soit émouvant. Donc, ce moment était émouvant et il est devenu émouvant. Il a existé parce qu'on y a travaillé, quoi. Donc, c'est ça, la fierté. Après, on est fier de plein de choses. Je suis fier de mon fils et de mes petits-enfants. Mais, voilà, c'est pour eux qu'ils aient fait. Bah si, c'est moi qui les ai fait. Quand même. C'est moi qui les ai fait, mais c'est pas moi qui, voilà, ils ont leur vie. Voilà, la fierté, c'est ça. C'est quand vous avez pris un truc d'un bout à l'autre, vous êtes entouré de gens pour vous aider et qu'à la fin, vous transmettez vraiment de l'émotion et vous rendez des gens heureux, quoi. Et dans notre première vie, on l'a eu aussi, on l'a eu plusieurs fois. Je peux pas dire un moment précis, mais la fierté quand nombre de nos salariés voulaient qu'on soit les parrains de leurs enfants, voulaient qu'on soit là à chaque étape importante de leur vie, à chaque moment difficile aussi de leur vie. Voilà, ça c'est de la fierté. Voilà, c'est tout. Je suis fier d'avoir réussi ça, fier de rendre des gens et des animaux heureux. Voilà. Je crois que j'ai dû verser des larmes 2-3 fois dans ma vie. Une fois il y a quelques années, avant de créer ce parc, on avait fait le tour de plein de parcs pour aller voir. Et j'étais à côté de Saint-Étienne chez Monsieur Crébillon dans un refuge. Enfin, c'était un zoo. Et j'ai pleuré devant les gorilles. C'est un truc de malade, un gorille. Un truc de fou. J'ai versé ma petite larme l'autre fois quand on a sorti les primates, là, ici. Voilà. Et puis d'autres aussi, pour d'autres occasions. J'espère à la fin, pouvoir être fier de ma vie. Pas que les autres me le disent ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Faut moi tirer le bilan et savoir si je peux être fier ou pas. Voilà, c'est tout. Sur cet exemple des primates là que vous avez sorti pour la première fois, ça paraît dingue comme histoire, mais j'imagine qu'il y en a plein comme ça. Comment vous avez fait pour arriver à ce résultat? Comment on fait ça? Vous êtes appuyé sur quoi? Comment on fait ça? Il faut vouloir. L'ensemble de ce qui se passe ici, J'imagine, faut en vouloir. Le dossier des primates a duré 2 ans. Grâce à une association à Paris qui s'appelle le Graal, qui s'occupe d'animaux de laboratoire, mais pour l'instant, on n'arrivait pas à replacer le primate, ça s'est jamais fait. Enfin, peut-être une fois de temps en temps par là, mais pas dans des structures capables d'en prendre plusieurs. Et il a fallu faire des réunions avec les laboratoires, avec le CNRS, avec tous ces gens-là. Surtout ne jamais être dans le jugement. D'ailleurs, on n'est jamais, nous, dans le jugement. Ni des labos, ni des cirques, ni tout ça. Il faudra vraiment qu'on nous fâche pour qu'on soit un jour dans le jugement. Et puis, convaincre ces laboratoires que, y avait une autre solution. Parce que le sujet est tabou pour eux. Le sujet est tabou. Là aussi, il y a de la fierté parce qu'aujourd'hui, on a réussi la première fois. Il y en a d'autres qui viennent d'arriver cette semaine, là. Les labos nous appellent maintenant. Wow. Les labos nous appellent. Donc, on a fait un grand pas. Les tabous tombent. Ouais. Les barrières se lèvent. On envisage de construire un très, très grand parc pour mettre plein de primates de laboratoire. D'accord. Des grands laboratoires veulent nous recevoir pour parler avec eux du partenariat qu'on peut faire. Moi, tout au début, quand j'y étais, je vais dire, un peu la fleur au fusil. La première réunion que j'avais fait, j'étais sûr d'aller voir les laboratoires et dire que tel laboratoire allait payer l'enclos des primates et dire, moi, laboratoire machin, j'ai payé l'enclos de mes primates. Pas du tout. C'est même pas un problème financier, c'est un problème d'éthique. C'est-à-dire, on ne veut pas reconnaître qu'on utilise. Tout le monde le sait qu'on utilise des primates de laboratoire. Et je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cas, on n'a pas le choix. Les primates qui sont chez nous ont travaillé sur la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Il n'y a pas de machine pour remplacer ça. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'animaux dans les laboratoires en France, en total. Ah non, pardon, il n'y a pas 2 millions d'animaux. On utilise 2 millions d'animaux par an pour la recherche, 2 millions d'animaux. Je parle de la recherche pharmaceutique. Je ne cautionne pas du tout l'autre recherche, la recherche cosmétologique. 2 millions d'animaux. 70% sont des rats et des souris qui sont nés pour ça. J'irai pas jusqu'à dire, comme on dit certains chercheurs, que finalement ils ont une vie plus heureuse là que dans la nature parce qu'ils ont une espérance de vie plus longue. Mais on me l'a dit, quoi. Ça mérite discussion, c'est ça. Et puis, il y a 40 ans, il n'y avait pas d'étape primate en France sur les médicaments. Ou alors il y en avait, mais elle n'était pas faite en France, c'était faite dans des populations lointaines. Il y a un médicament qui a été mis sur le marché sans étape primate, sans étape humaine, qui était censé réduire les nausées des femmes enceintes. Et quand les gamins sont nés, il y a eu des problèmes. Donc le Conseil d'État a remis l'étape primate obligatoire en France. Les gens que j'ai rencontrés, du CNRS et des labos, j'ai rencontré des gens très intelligents. Je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'autres solutions.
Il y a des choses à améliorer, notamment les conditions de détention dans les laboratoires. Le fait de les utiliser que pour un cycle de 4, 5, 6 ans et pas d'utiliser pour 3, 4 cycles, jusqu'à 20 ans. Ça. Donc un certain nombre de choses. D'ailleurs, on essaye de travailler sur la mise en place d'un label qu'on accorderait. On travaille avec le ministère là-dessus, au laboratoire. Donc voilà, vous avez utilisé les animaux, mais vous avez prévu leur retraite. Vous l'utilisez dans des conditions moins mauvaises. Puis derrière, on va quand même leur offrir 25 ans de belle vie. Au lieu de les sortir à 20 ans, où ils auront encore 14, 15 ans à vivre, mais j'étais quand même un peu choqué. Et je vois aujourd'hui, dans les gens qui viennent, qui ont fait visiter un peu le chantier, on leur fait voir les primates de laboratoire depuis peu. Tous les gens arrivent avec des appuis, il faut pas utiliser, je suis contre, etc. Puis quand on explique un peu aux gens, qu'on raconte l'histoire, qu'on leur dit que ceux qui sont devant eux ont travaillé pour la maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, etc. Certes, ceux qui ressortent vivants, c'est une minorité. Et qui sortent, on a une petite cannelle qui a entré en cage à 2 ans, elle a 21 ans aujourd'hui, elle vient de ressortir. Elle a encore 13, 14, 15 ans à vivre, on lui doit bien une retraite, quoi. Elle a travaillé pendant 19 ans sur la maladie d'Alzheimer et Parkinson. Et quand les gens repartent d'ici, ils changent leur jugement. Alors, attention, je suis pas en train de cautionner l'utilisation d'un laboratoire. Je dis, voilà, je ne juge pas, il y a un besoin, et tous les gens qui viennent sont concernés par quelqu'un de leur famille qui a cette maladie ou quelque chose. Ils voient les choses autrement, quoi. Ils voient les choses autrement. Même les gens les plus extrémistes peuvent se laisser convaincre, parce qu'il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de machine aujourd'hui pour apporter ça. Donc on s'est battu avec le Graal. Les 12 premiers qui devaient arriver, finalement, étaient 9 au début, sont arrivés du CNRS et de laboratoires français et puis belges. 3 autres les ont rejoints après. On a une soigneuse qui s'appelle Lisa, qui s'occupe de la quarantaine, qui a fait un travail extraordinaire avec ces animaux pendant 30 jours. Parce qu'en plus, pour les sortir de la quarantaine, il fallait les endormir pour les emmener dans les nouveaux bâtiments. Et les seuls moyens de les endormir, sauf à les flécher, ce qu'on voulait pas faire, c'est de leur mettre une petite goutte de produit sur le bout de la lèvre, le bout de la langue, avec une seringue. Je vous promets que la première fois qu'on a sorti la seringue, c'était pas gagné au niveau de laboratoire. Et puis, il a réussi, 30 jours après, il a commencé avec du jus de banane, puis 30 jours après, tous les animaux venaient, et puis prenaient leur seringue, se sont endormis, ils sont partis là-bas. Et on les a resociabilisés. Quand je dis resociabiliser, c'est pas vis-à-vis de nous, c'est entre eux, quoi. Ils sont sortis de leur quarantaine, on était dans des bâtiments où ils sont en ce moment, qui sont pas encore les bâtiments définitifs, parce qu'on peut pas les passer du jour au lendemain de 1 mètre carré à 200 mètres carrés. Et on fait les mises en contact, c'est-à-dire qu'on essaye de reformer des groupes. Notre but, c'est de reformer des groupes et de les replacer. Alors, on nous avait dit au début, il sort une quinzaine de singes, de primates viables, sans séquelles, par an, des laboratoires. Bon, on s'aperçoit aujourd'hui que les langues commençant à se délier, c'est plutôt 150 que 15. Alors, c'est pas très grave, et on pourrait se dire, mais attendez, même si c'est 150, vu le nombre de parcs animaliers qu'on a en France, on doit pouvoir les replacer assez facilement. Sauf que pour rentrer dans un parc animalier, aujourd'hui en France, il faut passer par la quarantaine. C'est obligatoire. Ce qui est un peu stupide pour des singes de laboratoire. Et on est la seule quarantaine primate en France. Donc on va, entre guillemets, blanchir ces animaux. Ouais, c'est ça. Réparer, former des groupes et replacer. Bon, je pense que dans les 12 premiers, il y en a une ou deux, là, un peu coup de cœur. Ça va être difficile. Mais c'est leur bonheur à eux qui compte. Et on fera ce qu'il y a à faire. Un certain nombre d'autres animaux sont déjà repartis. C'était un gros pari parce que on pouvait se planter. On savait pas du tout comment ils allaient réagir. Il y a un animal là, il y a un furet. Ouais, non, mais il va gratter à la porte après. Il va se calmer. On savait pas du tout comment ils allaient se comporter. Et quand on dit resociabiliser, c'est ça, la journée, c'est resociabiliser entre eux. C'est-à-dire que ils ont quasiment tous découvert qu'il y avait d'autres primates. Je me souviens d'un mâle qui est sorti, il a vu la petite femelle à côté. Il a découvert qu'il y a non seulement un primate existait, qu'une femelle existait. Je dis, bienvenue, mon garçon, les emmerdes commencent. C'était un truc à apprendre. Voilà, donc oui, ça c'est une belle réussite, ça c'est quelque chose dont on peut être fier. Fier de l'avoir initié, pas fier de l'avoir fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est les soigneurs chez nous, la vétérinaire, etc. C'est tous ensemble, on l'a fait tous ensemble. Fier de l'avoir initié et si quelque part là quand j'ai la fierté, si je dis bah voilà, si on n'avait pas posé la première pierre, ça ne serait pas fait. Voilà, c'est ça. Après le travail, c'est un travail remarquable qui a été fait par Lisa en quarantaine. Dans votre histoire, moi j'entends une ténacité incroyable et à la fois mélangée avec une patience certaine, quoi. Avec les amis, vous attendez de voir ce qui se passe aussi. Il y a une partie alors la patience, c'est pas, on l'a subi parce que c'est pas ce qui me caractérise. on l'a subi parce que voilà, on
n'a pas le choix. Ouais, et puis vous Là, les 4 derniers primates qui viennent d'arriver, ça fait 5 mois qu'on bataille avec le laboratoire. Entre les deux, le laboratoire a été racheté par un groupe américain. Les laboratoires sont les seuls à qui on demande 2-3 000 euros par primate pour la retraite. Ouais. En plus, c'est dans notre fonds de dotation, donc ça leur en coûte un tiers. Puis les laboratoires ont les moyens de payer. Voilà. Celui-là n'a pas voulu payer. À la fin, on a cédé, on a pris les animaux quand même. Bon, je vais un petit peu m'occuper maintenant du laboratoire. Mais voilà, on va pas juger, notre priorité c'est les animaux. Le groupe américain qui a racheté du mot, je m'en fous, on fait une piqûre, ça coûte 1 euro, il n'y a plus de singe, c'est terminé. Donc là, la bataille de chaque moment, sans s'énerver. Donc là, on est obligé d'avoir... Là, on est sur une histoire de 400 perroquets. On a récupéré les 15 premiers. Là, il faut vraiment de la patience. Très compliqué, aucun perroquet en règle. Un truc, un mouroir, où sont les perroquets aujourd'hui. La solution plus simple, ça serait, on a été là-dedans, c'était de filmer, balancer ça sur les réseaux sociaux. C'était une bombe atomique, dans les conditions dans lesquelles sont les animaux. Bon, on n'a pas voulu être dans le jugement ni quoi que ce soit. On peut rien dire à personne. On avance. On va récupérer nos perroquets 15 par 15 ou 20 par 20 parce que c'est notre quarantaine qui nous limite. On peut pas sacrifier la quarantaine que pour les perroquets. Et on va en venir à bout. Et la bataille, c'est que les gens continuent à en prendre. On est en train de se battre avec eux, qu'ils arrêtent à un moment donné, d'en prendre. Oui, c'est toujours une bataille, mais il y a beaucoup d'adrénaline, quoi. Beaucoup d'adrénaline. Il y a un mois et demi, à peu près, on nous a appelé un lundi matin à 7h30, 8h, le procureur, le préfet, tout ça, de l'autre côté de Paris, dans un banlieue chic, derrière Argenteuil, là-bas. Il fallait chercher les servals, trafic de servals. Servals, c'est comme des petits léopards. Ils nous disent, vous êtes réquisitionnés. Venez chercher. Alors ça, c'est formidable, parce que pour tous les animaux, on est réquisitionnés, mais on nous donne pas un sou, quoi. Venez chercher les servals, vous devez être là dans 1 heure, etc. Bon, il fallait un camion avec la clim, machin, j'avais pas. Et puis 1 heure le lundi matin, de l'autre côté de Paris, c'est même pas rien d'y penser. Ils nous ont envoyé une escorte de gendarmerie. On est parti là-bas. En effet, 1 heure après, on était là-bas. C'est possible alors. C'est la fin de l'histoire. Voilà, ça fait déclencher tous les flashs, tous les trucs. Mais bon, a priori, ça va. C'était marrant, c'était le côté adrénaline, ça va. On arrive là-bas, il y avait 25 policiers et tout. Parce qu'il faut savoir que le trafic d'animaux alimente d'autres trafics, l'argent des trafics. On a récupéré les servals, nous ont accompagnés en escorte jusqu'ici à Chartres. Voilà, donc des fois il y a de l'adrénaline comme ça, quand on va capturer des daims. On a capturé les daims l'autre jour, ou sur les réseaux sociaux, c'est les autorités qui passent pour des méchants de vouloir saisir et abattre ces daims, etc. Arrêtez l'histoire, c'est pas du tout celle-là, on peut même pas la raconter sinon... Voilà, sinon le monsieur qui avait les daims se ferait lyncher. Donc voilà, il y a toujours... on sait jamais ce qu'on va trouver. Quand on arrive, les sauvetages, quand on part en sauvetage, c'est toujours impressionnant. Les animaux qui viennent de cirque, on n'est plus dans le... C'est toujours les transporteurs qui nous amènent, etc. Donc tout est réglementé, etc. Mais on découvre à chaque fois, quand on ouvre la cage, la première tigresse qui arrive ici, on retrouvait à 20 cm d'une tigresse. Là, il y a 2 lions qui sont avec, qui sont énormes. J'avais vu des lions comme ça. Il y a de la patience avant. Après, il y a un moment donné où ça se déclenche, et là, on est dans l'urgence à chaque fois. On nous met en alerte souvent sur des animaux. D'accord. Vous êtes en alerte, il y a ça, et puis paf, ça se déclenche. Ou des fois, il n'y a pas d'alerte, pauvre, d'un seul coup, le téléphone peut sonner, et il faut aller... Ça, c'est le côté pas sympa, parce que c'est pas sympa, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est le côté adrénaline un peu de la chose. Voilà. Donc, vous pourriez accueillir n'importe quel type d'animal ici, c'est ça ? Oui. Aujourd'hui, on est agréé pour tous les animaux, sauf reptiles, on n'a pas voulu, parce qu'il y a suffisamment de gens qui le font. Donc, ça ne servait à rien. Placer un boa ou un truc comme ça, c'est pas compliqué. On nous a appelé l'autre jour, savoir si on pouvait prendre un boa quelques jours pour le garder. Oui, ça on le fait, pas de souci. Mais les serpents, aujourd'hui, on peut les placer assez facilement. Sinon, pour tous les types d'animaux, jusqu'aux éléphants, girafes... quand on a déposé notre dossier à l'époque, on avait mis quasiment toute espèce, y compris par exemple les flamants roses. Et la préfecture nous dit, mais attendez, il n'y aura jamais de flamants roses. C'est pas vrai, là, on est sur un coup de 200 flamants roses. Vous savez, les gens qui élèvent et qui revendent des flamants roses, ça fait très joli d'avoir 10-15 flamants roses de votre propriété. J'imagine. Un flamant rose, ça vaut 3 000 euros. Alors, pourquoi pas, on peut le faire, mais à la condition que ce soit fait dans les conditions réglementaires et de bien-être pour les animaux, que l'hiver ils puissent rentrer, etc. Là, c'est pas le cas, là où c'est. Donc, on se retrouve en effet avec des flamants roses, peut-être qu'il faudra intervenir sur les flamants roses. Oui, on est prêt pour tout animal, mais on met autant d'énergie, ce qui peut être un peu fou, hein. Là, on nous a amené un tout petit écureuil qui fait 10 cm. Il est saisi parce que c'est quelqu'un qui vendait des écureuils sur un site, un bon site, un site de commerce trop particulier, qui ont des écureuils, ils les ont placés pour des écureuils du Japon qu'on a soi-disant le droit de détenir en cage, machin, etc.
qui vendaient 400 ou 500 euros. Et arrêter des écureuils qui capturent dans la nature. Et donc on est constitué gardien de l'écureuil par les autorités, constitué gardien. Donc il faut c'est branle-bas de combat pour un écureuil, parce qu'un écureuil, il faut faire une cage, un truc. On va pas le mettre dans une petite cage, il faut faire. Donc ça peut être même branle-bas de combat pour un écureuil, pour un ours, pour un lion, pour un éléphant. Voilà. Après il y a des animaux comme un éléphant, une girafe, le transport, ça s'organise. Voilà. Donc les premiers éléphants arriveront bientôt, je pense, parce qu'il y a un besoin énorme chez les éléphants. Chez les girafes, il y a un besoin énorme. Les girafes est un des animaux les plus euthanasiés en France et en Europe. Donc des voyages comme ça s'organise. Vous parliez des gens qui travaillent avec vous tout à l'heure. Vous êtes combien sur le site? Alors aujourd'hui, j'ai une trentaine de salariés ici, plus toutes les entreprises qui construisent, qui sont là, c'est des entreprises locales qui construisent. D'accord. Depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Nous, on a une trentaine de salariés, dont 16-17 soigneurs. Ouais. Des soigneurs spécialisés. On se décide pas soigneur de lion ou de tigre. Je veux bien le croire. Aujourd'hui, ça parle toutes les langues ici, à peu près. On a pas mal de gens qui viennent du cirque. Il faut savoir que dans le cirque, les gens du cirque sont des gens extraordinaires avec les animaux. Un savoir-faire extraordinaire. Les gens du cirque sont pas méchants. C'est comme partout, il y a des gens bien puis des abonnés. Dans les cirques, le problème, c'est pas les gens du cirque, c'est de devoir déplacer sans arrêt le cirque. C'est ça la problématique de mettre des animaux dans les camions. Si les cirques étaient en fixe à un endroit pour une année avec des enclos, des machins et tout, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Mais bon, là, a priori, la loi va tomber en France pour interdire les animaux sauvages. Donc, dans nos salariés, beaucoup de gens qui viennent du cirque parce qu'ils ont un vrai savoir-faire. Voilà, ils ont un vrai savoir-faire. Et puis, il faut être passionné parce que on fait des roulements, bien sûr, mais c'est 7 jours sur 7. Vous savez à quelle heure vous commencez, vous savez pas à quelle heure vous allez finir. Là, par exemple, quand nos animaux arrivent en quarantaine, soit les primates ou les autres, mais les primates qui étaient parmi les premiers arrivés, il faut les faire changer de loge pour nettoyer la loge. Les premiers jours, les soigneurs attendaient 5-6 heures qu'un primate veut bien changer de loge. Wow. Et à la fin, il faut dire bravo mon loulou. Bravo, sinon le lendemain, il va pas le refaire. Voilà. Donc, le soigneur peut partir se coucher et puis revenir 3 heures après le soir, voir s'il a bien voulu changer de loge pour pouvoir nettoyer. Donc oui, quand on ouvrira le parc, au printemps prochain, on aura entre 50 et 60 salariés, le double l'été. Et quand le parc sera, dans 3 ans, on sera à 110, 120 personnes. Alors des gens spécialisés dans chaque animal, mais aussi des gens pour l'entretien, les caisses, etc. Toutes sortes d'emplois. Est-ce que la vie que vous avez aujourd'hui, ou l'activité que vous avez aujourd'hui, correspond à celle que vous imaginiez quand vous avez créé ce projet? Quand on a créé ce projet, un peu, pas la dimension que ça a pris. Ouais. Un peu aussi, un peu. Il faut être franc. On cherche, quoi. On a envie que ça se bouscule, envie qu'il y ait des problèmes. Pas envie qu'il y ait des problèmes, mais la vie serait monotone s'il n'y a pas de problème. On a envie qu'on nous demande de donner le meilleur de nous. On a envie qu'on nous demande de nous surpasser pour faire le truc. Sinon, c'est pas drôle, la vie, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc, quand on crée tout ça, on sait qu'on va se créer des emmerdes. On le sait. C'est clair. C'est clair. Mais voilà. Après, oui, non, le projet a dépassé ce que je pensais au départ, ce qu'on pensait au départ, mais on l'assume et puis et je pense qu'on n'est même pas au courant de ce qui va devenir. Ça va être pire que ça, je pense. Mieux. Non, mais oui, quand je dis pire, plus grand. Alors, malheureusement, parce que moi j'ai qu'un souhait, c'est de pouvoir fermer le refuge, qu'il n'y en ait plus besoin, et mettre des manèges à la place. Là, on fera du business. Là, c'est un projet tout sauf business, qui n'était pas forcément prévu au départ, c'est qu'on est en train de créer une fondation. Ouais. On a créé un fonds de dotation pour l'instant, pour que les gens puissent nous aider. On crée une grosse fondation animale. Et ça va être la première fondation dans le monde animal qui va être abritante. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de petites associations ou de gens qui voudraient créer leur fondation vont pouvoir être abrités chez nous, dans la même cause animale. Vous avez par exemple Madame Dupont, qui à la fin de sa vie a un petit capital de 500 000 euros ou 1 million, et qui voudrait créer une fondation pour les lions, voudrait créer et laisser son nom, une fondation qui s'appelle Dupont Lion. Avec 500 000 ou 800 000 ou 1 million d'euros, elle va pas créer sa fondation. On va pas créer une fondation, c'est lourd, et c'est comme si vous aviez un carnet de chèque de l'État, grosso modo. Enfin, elle pourra pas. Chez nous, elle pourra t'héberger, laisser son nom, une ligne dans nos comptes, ou dire, moi, je veux dépenser l'argent que vous dépensiez, vous, mon argent pour créer pour les lions, les tigres, machin, etc. Ou alors je veux créer mon truc. On a rencontré il y a quelques jours un monsieur qui voulait créer en Guyane un dispensaire pour les chats, pour stériliser les chats gratuitement en Guyane.
Bon, on va pas. Il possède un immeuble, tout ça, et il voudrait donner son immeuble. Bon, ça va un peu loin pour nous. Pour l'instant, on n'a pas le temps de le faire, mais bon, on va regarder quand même comment on peut créer un deal. Donc des gens qui ont envie de faire quelque chose, et des gens aussi qui ont réussi dans les affaires. La méthode de réussir dans les affaires aujourd'hui, le parcours aujourd'hui, c'est que les gens réussissent de plus en plus vite. Ça prend de moins en moins de temps. Ils sont de plus en plus jeunes quand ils ont réussi. Et c'est un peu américain, ça a envie de rendre un peu. Envie et besoin. Ou un sentiment de culpabilité de rendre. Donc là aussi, on pourra héberger des gérants qui ont envie de créer quelque chose. Donc on va être la première fondation abritante pour la cause animale. Et on veut vraiment créer une grande et belle fondation. Souvent, je compare, très humblement, parce qu'on n'arrive pas à la cheville de ces gens-là, je compare ce qu'on est en train de démarrer à ce qu'a fait Coluche il y a quelques années. Il avait démarré à la radio avec une botte de poireaux. Malheureusement, ça existe toujours. On ne demanderait pas mieux que ça n'existe plus. Malheureusement, ça existe toujours. Donc voilà, on crée cette fondation. Dès qu'elle va être créée, tout ce qu'on a construit ici, les terrains, les bâtiments, tout ça, on va tout donner à la fondation pour être sûr que ça reste toujours à but non lucratif et que ça perdure pendant les années. Vous savez, aujourd'hui, on a des oursons qui sont nés ici il y a 2 ans parce que les mamans étaient arrivées gestantes. Ils vont nous survivre. Donc on est plus en train aujourd'hui d'essayer de regarder comment on peut mettre en pépinière des successeurs pour nous. C'est super de penser long terme comme ça, de penser après, quoi. C'est obligatoire avec les animaux. Ouais. Là, les petits macaques qui sont arrivés cette semaine, ils ont 3-4 ans. Ils vont vivre 34 ans. Les perroquets qui arrivent, un perroquet, ça peut vivre 90 ans. Obligé de penser long terme, effectivement. Et je peux pas laisser après, sur les bras de mon fils, un truc... j'ai un fils qui s'en occuperait s'il fallait, mais c'est pas du tout son truc. Il aime les chevaux, mais que dans les moteurs. C'est autre chose. Je peux pas lui laisser ça sur les bras. Ouais. Donc, faut qu'on organise la suite. Il faut juste là que les 3-4 ans qui viennent, là, tant que tout soit structuré, Dieu nous prête vie encore 3-4 ans. Vous avez peut-être en tête le nom d'une personne qui vous a impressionné positivement dans votre vie professionnelle. On n'a pas forcément besoin de savoir qui c'est. Oui, mais... dans cette vie-là, oui. Dans cette vie-là, oui. Dans cette nouvelle vie, dans l'ancienne vie aussi. Ouais. Mais dans cette vie-là, oui, il y en a une. On la connaît depuis une dizaine d'années. Et c'est bien si on dit pas son nom parce que elle saura que c'est elle. Beaucoup de gens sauront que c'est elle. Elle a mis sa vie, jusqu'à sa santé, tout au service de la cause animale, d'une façon très brillante. Brillante. Elle est reconnue par ses pairs aujourd'hui. Elle est avec nous aujourd'hui dans le projet. C'est vraiment quelqu'un qui nous impressionne, qui m'impressionne encore aujourd'hui, qui nous impressionne tous les deux avec mon épouse encore aujourd'hui, tous les jours. Et d'autres, je pense que, et dans ce projet-là aussi, un couple de gens qui sont là, qui nous impressionnent aussi tous les jours par leur façon d'être, d'exister. Dans notre vie avant, on a eu des gens qui nous ont impressionnés, des gens qui nous ont impressionnés commercialement, par une réussite, parce qu'ils savaient faire, etc. Bon, c'est impressionnant, mais ça reste matériel. Des gens qui nous ont impressionnés par leur gentillesse, qui avaient le même état d'esprit que nous au niveau du travail, etc. Oui, il y en a eu plusieurs. Je ne sais pas si j'arriverai à... Si je me base sur ces 10 dernières années, je sais d'identifier la personne. C'est la première dont je parlais. Si je me base sur toute ma vie... Si, puis en même temps que je parle, il m'en revient un monsieur qui n'est pas ici aujourd'hui, qui est loin d'ici, qui a 75 ans, qui s'appelle René, qui nous a impressionnés. 75 ans, tout seul, il s'occupait d'enfants, de la DAS et d'animaux. Oui, des gens impressionnants. Des gens impressionnants. Dans notre vie, on a rencontré beaucoup de gens impressionnants, forcément. Après, il faut faire la différence entre ceux qui sont impressionnants, qui sont brillants dans leur domaine. C'est relativement aisé d'être brillant dans son domaine. Si on est à peu près câblé, en bossant, on peut être brillant dans son domaine. Mais j'appelle pas ça être impressionnant. C'est juste... si vous avez un enfant pas trop bête et que vous l'envoyez à l'école pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous savez que normalement il va sortir en sachant faire quelque chose. Et puis s'il essaye de faire un peu plus, oui, il va être brillant. C'est pour ça que c'est impressionnant. Impressionnant, c'est celui qui s'est construit, quoi, qui a des valeurs, quoi, qui a des valeurs. Puis on a tous nos maîtres. On a tous quelqu'un. Alors, j'appelle pas impressionné, c'est un maître, quelqu'un sur qui on a voulu copier, de qui on a appris beaucoup. Moi, c'était dans ma toute première vie de business. J'ai un garçon qui est décédé depuis, qui s'appelle Michel Lebrun. J'étais impressionné par son sens des affaires, du business et de la gentillesse. On avait des voitures ensemble à l'époque.
Je sais pas, les gens lui auront acheté n'importe quoi. Moi, j'ai appris beaucoup de lui. Donc, on a des maîtres par moment, on a des gens qui nous impressionnent, et il y a des gens voyants. Alors, après, je pense que chacun a sa personnalité. Il faut prendre un peu de tout ça. On doit prendre un peu de chaque. On doit picorer dans tout ça, prendre le meilleur, et on arrive. C'est pour ça que tout le monde est différent. C'est-à-dire que chacun va prendre le meilleur de Pierre, Paul ou Jacques, l'autre va prendre le meilleur de Alfred, Albert, Maurice, et donc ça fait des gens différents chaque fois. Parce qu'on va tous prendre le meilleur de 2, 3, 4 personnes. Exemple que l'on a devant nous. Mon épouse a un grand respect pour sa mère, et oui, d'autres personnes également. On va tous chercher un peu chez des gens, et on fait son mélange, et ça donne nous, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre vie professionnelle? Ah oui, bien sûr. Moi, je voudrais toujours être policier. C'est pas perdu, hein. Non, mais j'aurais voulu trop tard être inspecteur pour m'occuper des délinquants qui font du mal aux enfants. J'aurais voulu m'occuper de ça. Et, je sais pas si j'aurais été très juste. Ils seraient peut-être pas tous arrivés à la casse-prison vivants. Mais j'ai voulu faire ça. C'est vrai. Au début, on est tous un peu jeunes cons, quoi. Et puis, on voudrait apprendre de la sagesse un peu avant. Apprendre un peu sur les hommes, parce que malheureusement, on est tous pareils. Il y a toujours un intérêt derrière, il y a toujours un peu mercantile, etc. Donc, apprendre qu'il fallait se méfier toujours de cet intérêt-là. Il y a des gens que j'aurais voulu rencontrer plus tôt. Il y a des gens que j'aurais voulu rencontrer plus tôt. J'ai rencontré mon épouse, elle avait 13 ans, je pouvais pas faire plus. Wow. Et des choses que j'aurais voulu apprendre avant, ou j'aurais voulu apprendre avant, oui. Des gens que j'aurais voulu rencontrer avant, oui. Mais si on pouvait faire la vie, prendre à l'envers, ce serait formidable. C'est ce fameux proverbe. Hein. Mais chaque jour est passionnant. C'est sûr qu'on se couche le soir avec des tas de problèmes, de machin, etc. Mais c'est pas grave. Je veux dire, il y a toujours des solutions. Mais ce qu'on apprend avec le temps, c'est la sagesse. C'est-à-dire que des choses qu'on pouvait prendre au premier degré avant et que maintenant, voilà, on laisse. J'en parle souvent en parlant de mon fils. Quand vous êtes dans le business, vous recevez des mails, des fois tard le soir, vous recevez un mail à 20h. Ça m'arrivait avant, le business d'avant. Vous savez que c'est un problème, ce mail. Vous savez que c'est un problème. Il y a 3 façons de réagir par rapport à ça. Il y a, vous l'ouvrez et vous dormez pas de la nuit. Il y a, vous regardez le mail, mais vous l'ouvrez pas, vous savez qu'il y a un problème, mais vous l'ouvrez pas. Vous dormez à peu près. Et puis, il y a mon fils. Alors, je lui dis toujours à lui que c'est pas bien de faire ça. Il prend le mail, il met dans la corbeille. Il a réglé le problème. Il a réglé, mais il dort. Oui, il y a des choses qu'on voudrait apprendre, pas tomber dans cet extrême-là, mais apprendre que les choses peuvent attendre finalement. Tant qu'il n'y a pas de problème de santé, voilà, c'est la seule chose sur laquelle on ne peut pas lutter. On va pas nous faire un deuxième trou de balle, on a déjà un, on va rien nous faire de plus. L'argent, ça se réglera toujours. Moi, si demain, puis maintenant je suis engagé avec tous ces animaux, etc., mais si notre première vie s'était mal passée, on claquait la porte, on prenait tous les gens qu'on aimait, enfin, notre famille, ma femme, mon fils, on partait loin et puis c'est fini, quoi. Et puis, voilà. Tant que vous n'avez pas de problème de santé, je trouve tellement injuste les problèmes de santé qui tombent sur les gens comme ça, jeunes, en plus, des fois, ça vous tombe sur le coin du nez comme ça, et vous pouvez rien y faire. Et vous êtes coupable de rien, quoi. C'est des trucs, voilà, ça c'est injuste, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on le vit avec des animaux, quand il y a des animaux, on a récupéré il y a 8 jours un chameau qui est dans un état de maigreur, on lui compte toutes les côtes, etc. C'est injuste. C'est l'injustice. Et autant, pareil, donc si les parents font des conneries, les enfants n'y sont pour rien, peuvent pas lutter, subissent. Autant des animaux subissent la bêtise humaine. Il n'y a jamais ça nous ramène à notre sujet, il n'y a jamais de maltraitance active sur les animaux. Très, très rarement. C'est souvent par ignorance, par manque de savoir-faire. Voilà. Donc c'est de la maltraitance passive à des animaux qui n'ont rien demandé. Rien demandé. Il faut pas se cacher, dire ils sont pas bien parce qu'ils sont en cage, etc. C'est un peu fou. Les fauves qui sont dans les cercles, etc., sont nés en captivité de toute façon, ils connaissent ça, ils ont vécu que ça, etc. C'est sûr que le jour où on les met à l'air, ils sont tranquilles, ils sont heureux. Mais voilà, on n'a pas été privés de la nature pour les enfermer dans une cage. Ça, il faut pas faire ça. Mais sinon, voilà, les animaux, voilà. Pourquoi on en a marre, c'est ça, les animaux subissent, quoi. Les animaux subissent. Je suis sûre que votre parcours et votre activité actuelle éveillent la curiosité et l'envie chez plein de jeunes.
Si vous deviez donner un ou des conseils à des jeunes qui se lancent dans la vie professionnelle aujourd'hui, vous leur diriez quoi? Alors, à plein de jeunes et plein de moins jeunes aussi. Beaucoup de gens nous appellent aujourd'hui, ou m'appellent, nous m'écrivent, je veux faire la même chose que vous, comment on fait? Malheureusement, la première chose, c'est déjà que tu trouves un peu de sous. Parce que, ou alors ils me disent, est-ce que vous avez eu des subventions? Je dis, garçon, il y en a 0 des subventions. Alors, après, un jeune, il faut qu'il soit passionné. Mais passionné par ça ou par autre chose, quoi. Qui se lance dans la vie en règle générale, il faut qu'il identifie une passion, un métier. Soit, il y a deux choses. Soit il va choisir un métier parce qu'il aime ce métier. Soit il va choisir un métier qui lui passionne pas plus que ça, mais dans lequel il va s'engager pour une durée assez courte, parce qu'il sait que dans ce métier, il va réussir, il va gagner de l'argent, ce qui va lui permettre de faire autre chose. C'est ces deux façons qu'il a de voir les choses. C'est mieux s'il peut trouver un métier qu'il aime, qui lui plaît, etc. Mais ce que je leur conseillerais, et ce que je trouve qu'à certains, il leur manque, pas tous, hein, c'est la hargne un peu plus, quoi. C'est-à-dire de passer par la chaîne quand ça passe pas par la porte et d'essayer. Et il y a quelques années, je m'occupais de gens qui étaient en recherche d'emploi parce qu'ils étaient en difficulté, etc. Et il y en a un, ça faisait 3 fois qu'il allait il voulait être mécanicien. 3 fois qu'il allait dans des garages, et les chefs d'atelier, ils disaient, est-ce que tu as ton bac? Il lui dit, bah non, je l'ai pas. Il ne l'embauchait pas. Peut-être qu'il l'avait pas non plus, le chef d'atelier. Il avait rendez-vous l'après-midi même chez Peugeot, à la concession Peugeot. Et je lui dis le matin, je vais coacher un peu le matin, et je lui dis, écoute, quand tu vas demander si tu as ton bac, tu dis oui, il n'ira pas plus loin, il ne se posera aucune autre question. Soit tu as le culot de lui dire, et vous, est-ce que vous l'avez? Soit tu lui dis oui, je l'ai. Il dit oui, j'ai mon bac. Et la suite de l'entretien s'est déroulée, il l'a embauché. Alors des fois, un petit mensonge, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, ça tue personne. Parce qu'en plus qu'il ait son bac ou pas, c'était pas très grave pour ce qu'il voulait faire. C'était pas un gros garage, il voulait faire des vidanges, il n'avait pas réglé les voitures électroniquement. Alors oui, de mettre plein de choses de côté quand on a un but, mettre plein de choses de côté, ça va mettre son mouchoir par-dessus des fois, pour avancer, pour réussir. Il y a des obstacles. Ça commence que par des obstacles. Donc il faut être prêt à franchir les obstacles. Mais encore une fois, c'est pas une obligation non plus, hein. Ça, c'est le conseil que je donnerais moi à quelqu'un qui a envie vraiment de réussir. Après, les gens qui disent, moi, je veux mon job, je veux bosser 35 ou 39 heures, avoir mon salaire à faire des mois, avoir ma famille, etc., mon plaisir, c'est ça, je le respecte complètement. Heureusement qu'il y a plein de gens comme ça. Heureusement qu'il y a plein de gens comme ça. C'est parfaitement respectable. Moi, ça me correspondrait pas parce que je peux pas m'arrêter de faire des choses. Voilà. Il faut que les gens soient heureux, mais malheureusement, dans une société où les gens ne peuvent pas dire, bah voilà, moi je vais grandir, je vais à l'école, puis je suis heureux, puis terminé. Mon métier à moi, c'est d'être heureux. Il faut d'abord qu'ils travaillent, quoi. Faut bosser. Dans cette société, tout passe par. Alors si vous pouvez partir, je sais plus, en Corée, je sais pas où, élever 3 moutons, et puis. Je regarde de temps en temps un film de Louis de Funès où à la fin il fait des moutons, il les fait en couleur, il les passe à la machine pour faire parce que ça ne veut plus qu'ils fassent de l'industrie chez lui dans leur maison. Après voilà, chacun fait. Si on peut être heureux en élevant 3 moutons, et le principal c'est ça, c'est d'être heureux. Mais si vous avez envie de faire quelque chose d'important, de grand, je parle pas de laisser son nom parce que c'est pas du tout ça le problème. Et si vous avez envie de faire des grandes choses, parce que je trouve que c'est motivant, il va y avoir plein d'obstacles, il faut être prêt et il faut défoncer les portes, quoi. Faut foncer, et on est dans un monde qui va très vite. Mais le premier conseil déjà aux plus jeunes, c'est de bosser, quoi, à l'école. Je crois que c'est fini aujourd'hui de dire je vais plus à l'école, j'ai quitté l'école en 3e et je vais réussir. On a une chance sur 1 million. C'est comme ces tortues qui naissent dans le sable, toutes essayent de rejoindre la mer. Il y en a une sur je sais pas combien qui va rejoindre la mer, ou 2, puis il y en a une qui va se faire manger par un requin et il en restera plus que. Donc c'est jouer à l'auto, ça. Donc si on va mettre les chances au côté, il faut bosser à l'école, il faut apprendre l'anglais, il faut savoir compter, il faut savoir écrire, mais il faut déjà qu'ils bossent, qu'ils aient un certain bagage. Dans tous ceux qui viennent, vous savez, le nombre de gens, surtout de jeunes filles qui disent aujourd'hui, qui viennent en disant je veux être vétérinaire. Ouais. Tout être vétérinaire. La première chose, c'est à l'école, quoi. Ouais. Et tu démarres un parcours de fou, quoi. C'est très difficile. Et il faut avoir la passion, pas simplement. Après, c'est bien d'avoir des rêves d'enfant, hein, de vouloir être pompier ou conduire un camion déboueur, ou tout ça, parce que surtout ils veulent tous faire ça, ou conduire des formules. Mais après, quand on commence à rentrer dans la vraie vie, il faut pas se voiler la face. Il faut être sûr de la passion que l'on a. Moi, j'ai démarré dans la vie avec les vaches, à travers les vaches. J'étais passionné par ça, mais j'ai vu très vite que de toute façon, je pourrais pas faire grand-chose. J'avais pas d'argent, donc je suis parti dans un autre domaine, dans le commerce, parce que c'était le seul moyen. Avec, si vous n'êtes pas trop idiot, avec un peu de bagou, machin, vous pouvez faire votre chemin et réussir. Voilà. Si vous avez envie de réussir, il faut trouver des chemins où vous pouvez pousser les portes, avancer, être sûr de soi. Même si on est jeune, ça n'empêche pas d'être sûr de soi et vous réussissez comme ça, je pense. Vous l'avez avoué il y a quelques minutes, vous ne vous arrêtez jamais. On le sent bien. Hein. Comment vous faites pour vous ressourcer, pour vous reposer? Quand je dis je m'arrête jamais, quand on a
Avec mon épouse, on a quelques moments chez nous de calme quand même le soir, etc. En quelques heures, on recharge les batteries, ça repart. Après, c'est le travail et tout ça qui nous donne des forces et de l'énergie. Je pense que beaucoup de gens sont comme moi. C'est le fait, comme je disais tout à l'heure, quand vous rentrez le soir et que vous avez fait ce que vous vouliez faire, que vous avez réussi quelque chose, quand on rentre d'aller récupérer des animaux, etc., qu'on sait que le soir ils sont là, ils sont à l'abri et tout, vous n'avez pas besoin de dormir. Vous savez, c'est comme une course. Je prenais souvent l'exemple vis-à-vis de mes vendeurs à l'époque. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la télé, quand il y a des courses à pied, que ce soit un marathon ou n'importe quelle course, il y en a un qui arrive, ils ont fait par exemple un marathon, il y en a un qui arrive premier, et des fois l'autre qui arrive 3 secondes derrière, le deuxième. Par quel miracle, le premier, il est encore capable de faire 3 fois le tour du stade, alors que le deuxième, il est couché par terre. Par quel miracle? Ils ont produit le même effort. Ils sont fatigués de la même façon qu'ils aient fait un 100 mètres ou qu'ils aient fait un marathon. Et maintenant, le premier, il va prendre le drapeau de son pays, il va faire 3 fois le tour, il va sauter en l'air et tout ça. Et le deuxième, il est allongé, il faut les pomper pour le réanimer. Ce qui prouve bien que quand vous avez réussi ce que vous avez à faire, ça vous booste en énergie, quoi. On n'a pas forcément besoin de dormir 8 ou 10 heures par jour. Il y a des gens qui dorment très bien par nuit, en dormant 3 heures. Moi, je dors 3-4 heures, vraiment de sommeil. Je reste au lit plus longtemps, mais je dors 3-4 heures vraiment de sommeil. Mais ça suffit, et ça maintient en forme. Donc, après, il y a des gens qui ont besoin de dormir 10 heures. Je pense qu'on choisit pas, on est câblé comme ça, on est né comme ça. Hein, après, on développe. On a tous, je pense qu'on part, à part les gens qui naissent avec des handicaps, mais sinon on part tous à peu près avec les mêmes bagages au départ. C'est un peu les parents qui nous forment, qui nous éduquent, etc. La vie qu'on voit autour, les amis, après quand on grandit, et la hargne, le truc qu'on a en soi ou pas. Voilà, ça veut dire que la réussite donne des forces, mais je le vois partout ici, sur les maçons, etc. J'ai des gens qui bossent là. Il y en a qui bossent plus ou moins bien, Et là, ceux qui bossent bien, qui réussissent et tout, il suffit le soir de leur dire c'est vachement bien ce que tu as fait, je suis content, tu l'as fait rapidement et tout. Ça redémarre. Ça tient un peu de choses. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre de fermer ce refuge. Malheureusement, c'est pas pour demain. Nous souhaiter, c'est qu'on arrive à ouvrir dans les temps, que le public vienne. C'est important que le public vienne pour 2 raisons. On va avoir notamment, on a besoin de lui pour économiquement, mais aussi parce qu'on va avoir un rôle pédagogique très important. On veut rentrer par la tête des enfants. C'est par les enfants qu'on expliquera qu'il faut pas ramasser d'animaux sauvages dans la nature, etc. Et nous souhaiter, c'est ça, que notre fondation prenne sa place, que les pouvoirs publics prennent conscience qu'ils ont un rôle très très important à jouer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Il y a 0 solution. Là, on va, en France, interdire les animaux sauvages dans les cirques sans avoir mis de solution en place. Nous, on peut pas accueillir tout le monde. Sans avoir mis de solution en place. Je l'ai proposé ça à nos élus. Je dis, mais attendez, on peut décaler. Nous, on sait faire maintenant. Donnez-nous des moyens, on sait multiplier ça. Pour une fois, on construit la solution au problème. Nous souhaiter, c'est qu'il y ait de moins en moins d'animaux à récupérer. Je sais malheureusement que ce qu'on a construit va durer des années. Alors il faut que les gens nous aident, en venant. Les gens qui vont venir chez nous vont être de 2 natures, de profils différents. Il y a ceux qui vont venir chez nous comme ils vont aujourd'hui dans un grand zoo, faut pas les nommer. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un très grand zoo, on vous a fait un petit point de vision derrière une vitre. On sait que vous allez voir le lion ou le tigre à tel endroit sur le rocher. On est sûr qu'il va y être. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chauffage dans le rocher. C'est pas compliqué. Mais ça, il fait pas mal au lion ou au tigre. C'est pas mal. Chez nous, il aura peut-être un chauffage, mais il aura aussi un chauffage ailleurs s'il veut se cacher. Voilà. Donc les gens qui vont venir chez nous vont ceux qui vont aller comme ils vont dans un zoo, voir un lion, un cirque, sans chercher plus à comprendre. Mais la grande majorité, parce qu'aujourd'hui les gens, avant d'aller dans un parc, regardent sur le site internet, etc., vont venir chez nous en sachant que chaque euro qu'ils vont dépenser chez nous, ils vont savoir à quoi ça sert. Chaque canette à boire qu'ils vont acheter, chaque glace, chaque truc qu'ils vont manger, chaque entrée qu'ils vont payer, savent à quoi sert l'argent. Parce qu'il n'y a aucune redistribution de bénéfices. Il n'y a aucune redistribution. C'est une fondation qui, si elle a des résultats, continuera à faire des projets pour la protection animale. J'aime pas trop ce terme protection animale, c'est pour trouver des solutions pour les animaux. Il est important que les gens viennent et que les gens viennent en sachant ce qu'ils vont voir chez nous. On va pas montrer des animaux malades, boiteux, machin, etc. C'est pas du tout le cas. Les animaux chez nous seront en principe que de passage, donc ils les verront. Et à chaque animal, grâce à une application, smartphone, les gens pourront connaître l'histoire de cet animal. Chaque animal chez nous a un prénom et une histoire.
Et il y en a, on peut passer 5 minutes, 10 minutes à raconter leur histoire. Donc aujourd'hui, quand vous passez dans un zoo, vous passez devant des singes, vous dites tiens, c'est des singes. Les gens passent chez nous, disant, je passe devant Canel, voilà ce qu'il a fait. Je passe devant Wallace, voilà ce qu'il a fait. Je passe devant Junior, voilà ce qu'il a fait. Voilà. Quand ils passeront devant un dromadaire, un chameau, c'est pareil. Le chameau, ce qu'on a, qui est très maigre, si on arrive à le sauver, parce qu'il a que 11 ans, il a encore 20 ans à vivre, peut-être qu'on mettra des photos comme il était que l'arrivée. Ça, on peut. Voilà ce qu'il faut éviter. Voilà comment on l'a soigné. Ça va être un miracle si on le sort, mais on va essayer. Donc, voilà, de la pédagogie. Et on a des petits-neveux qui ont 9 ans. Depuis le début, ils entraînent partout avec nous. Et une fois, ils avaient perdu leur chien, qui était décédé. Leur premier réflexe, c'était d'aller chercher un chien. Ah, c'est pas des neveux, pardon, c'est des filleuls. Ils ont été chercher un chien à la SPA. Voilà, ils n'ont pas été acheter un chien. Voilà, donc par la tête des enfants, on peut rentrer, leur expliquer que quand on se promène aux forêts au mois de mai, on ramasse pas les bébés daims, les chevreuils, on ramasse pas les bébés corbeaux tombés des arbres, etc. Parce que même s'il est tombé de l'arbre, c'est pas grave, la maman, elle sait où il est, elle va venir le nourrir, elle va s'en occuper. De toute façon, il sera jamais une part mieux que là où il est. Voilà, donc quand on fait pas de commerce avec les animaux, que plus jamais un animal devrait se payer. Il ne devrait pas y avoir d'argent. C'est interdit le commerce des êtres humains. Pourquoi c'est interdit le commerce des animaux? Jamais un animal devrait se payer. J'ai envie d'avoir un chien, je connais quelqu'un qui a un chien, qui va faire des petits, qui va me le donner, voilà, etc. Après, c'est normal d'avoir des animaux de compagnie. Je trouve que pour les enfants, c'est extraordinaire, les animaux de compagnie. Des chiens, des chats ou un lapin. Je pense que dans toutes les familles, il devrait avoir un animal. Mais jamais aujourd'hui une famille qui n'en a pas, parce qu'elle dit qu'elle veut pas s'en occuper, qu'elle veut pas le gérer, peut-être par en vacances, etc. C'est tout à fait respectable également. J'ai plein d'amis qui n'ont aucun animal. Mais c'est bien, ils le savent. Bon, c'est comme ça. Mais je pense que pour les enfants, ça serait, ils apprennent beaucoup. Ils parlent beaucoup, alors, aux animaux. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire vivre. À bientôt!